Plus d'un demi-siècle après que Guy Williams soit apparu à la télévision, l'acteur et les personnages qu'il a incarnés restent profondément aimés. Il s'est fait connaître dans les années 1950 avec la série de Cap et d'Épée Zorro de Disney, puis a poursuivi sur sa lancée dans les années 1960 avec la série de science-fiction Lost in Space. Mais peu de temps après, il a tourné le dos à tout cela, s'est retiré en Amérique du Sud et a volontairement laissé s'éteindre les projecteurs médiatiques qui l'avaient tant captivé. Alors, que s'est-il passé avec Guy Williams? Sa fille, Tony Williams, a récemment confirmé certaines rumeurs, apportant des éclaircissements sur sa vie et ses choix, mettant fin à des décennies de spéculation sur son départ d'Hollywood et sa vie en Argentine. Beaucoup d'acteurs qui entrent dans le show business dilapident leurs gains en achetant des manoirs, observe l'historien de la culture populaire Geoffrey Mark. Puis, une fois les saisons terminées, ils réalisent qu'ils ne peuvent plus se le permettre et commencent à tout vendre. Mais Guy Williams était très réaliste quant au monde du show business. Contrairement à ses pairs, il n'a pas succombé à l'attrait des dépenses extravagantes. Il a pris son argent gagné grâce à ses rôles dans Zorro et d'autres projets et l'a investi judicieusement, notamment dans l'immobilier et d'autres placements financiers. Cette approche prudente lui a permis, lorsque Lost in Space est terminé en 1968, de devenir un homme très riche. Il n'avait plus besoin de travailler, et comme il n'avait pas besoin d'être constamment sous les feux de la rampe, son attitude était « ce fut charmant, les amis ». Cette indépendance financière lui a offert une liberté rare à Hollywood, où beaucoup d'acteurs restent enchaînés à des contrats ou à la nécessité de décrocher le prochain rôle. Avant d'être l'homme en noir ou de voyager à travers les étoiles, Guy Williams est né Armando Joseph Catalano le 14 janvier 1924 dans le quartier de Washington Heights, à New York. Ses parents, Attilio Catalano, courtier en assurance, et Clara Arcara Catalano, originaire d'Eris, en Sicile, vivaient dans des conditions modestes au moment de sa naissance. Attilio était le fils d'un riche exploitant forestier de Messine qui avait acquis des terres dans le New Jersey, mais la famille Catalano n'a pas hérité de cette prospérité immédiate. Williams a grandi dans le quartier de Little Italy à Manhattan, un enclave italo-américaine vibrante mais économiquement précaire, où les traditions siciliennes se mêlaient à la vie urbaine trépidante de New York. Ce contexte a forgé chez lui une résilience et une éthique de travail qui marqueront toute sa carrière. À l'école publique 189, Williams se distingue par ses talents en mathématiques, une matière qui reflète son esprit analytique. Il fréquente ensuite le lycée George Washington, où il travaille occasionnellement dans une fontaine à soda, un emploi typique des adolescents de l'époque. Plus tard, il intègre l'académie militaire de Peekskill, où il se passionne pour le football américain et les échecs. Ses activités révèlent un homme à la fois physiquement imposant. Il mesurait 1,90 mètres et intellectuellement curieux. Son ambition de devenir acteur, motivé par son physique avantageux et son charisme, déçoit sa mère, qui deviendra cadre dans une société de films étrangers. La famille espérait qu'il suivrait les traces de son père en devenant courtier en assurance, un métier stable et respecté. Mais Williams, avec son regard intense et sa présence magnétique, était destiné à un autre chemin. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Williams contribue à l'effort national en travaillant comme soudeur, comptable des coûts et inspecteur de pièces d'avion. Ses emplois, bien que modestes, témoignent de sa polyvalence et de son sens du devoir. Après la guerre, il s'installe comme vendeur dans le département des bagages chez Wanamaker, un grand magasin emblématique de New York. C'est à ce moment qu'il décide d'envoyer ses photos à une agence de mannequins, une décision qui marque un tournant. Son allure photogénique, grands yeux sombres, mâchoire carrée, stature imposante, le propulse rapidement vers le succès. Ses photographies apparaissent dans des journaux, des magazines prestigieux comme Harper's Bazaar, sur des panneaux d'affichage et même sur des couvertures de livres. Ce succès précoce dans le mannequinat lui ouvre les portes d'Hollywood. Sur les conseils de son agent, Henry Wilson, il adopte le nom de Guy Williams, jugé plus commercialisable que son nom d'origine, Armando Joseph Catalano. Un réalisateur avait estimé que son nom italien semblait trop étranger pour le public américain des années 1940, une époque marquée par une forte assimilation culturelle. Comme le souligne Geoffrey Mark, les gens qui l'ont rencontré au début de sa carrière lui ont dit que même une version anglicisée de son nom italien était trop ethnique. C'était acceptable d'être sexy, sombre, avec un regard brûlant, mais il ne fallait pas paraître non américain. C'était l'esprit de l'époque. Ce changement de nom reflète les pressions culturelles auxquelles les acteurs d'origine immigrée faisaient face, même ceux nés aux États-Unis. En 1946, Williams signe un contrat d'1 an avec Metro-Goldwyn-Mayer, MGM, et déménage à Hollywood. Son premier rôle marquant est celui d'un bombardier de l'Enola Gay dans The Beginning of the End, 1947, un docudrame retraçant le développement de la bombe atomique. Ce rôle, bien que secondaire, lui permet de se faire remarquer. Cependant,
Les opportunités au cinéma restent limitées et il retourne à New York en 1948. Lors d'un tournage publicitaire pour des cigarettes, alors qu'il skie, il rencontre Janice Cooper, mannequin chez John Robert Powers. Leur alchimie est immédiate, nourrie par de longues séances photographiques. Ils se marient le 8 décembre 1948 à New York et auront 2 enfants, Guy Steven Catalano, Guy Williams Jr. et Antoinette Catalano, Tony Williams, qui embrasseront tous deux des carrières d'acteurs. En 1950, Williams participe à la création des premières publicités télévisées aux États-Unis, un média naissant qui révolutionne le divertissement. Tragiquement, son père décède en 1951, sans avoir vu son fils devenir une star. En 1952, Williams signe un nouveau contrat d'1 an avec Universal International et retourne à Hollywood. Sa carrière prend de l'ampleur. Il apparaît dans un épisode de The Lone Ranger, incarnant un shérif, et accumule une vingtaine de petits rôles au cinéma. Ses expériences, allant du mannequinat à la télévision et au cinéma, posent les bases de ses futurs succès. Le Orlando Evening Star, 1965, note « Il a commencé au Neighborhood Playhouse de New York et a joué dans des productions théâtrales de la côte est. Son travail à la télé d'acteur de CBS lui a valu un premier rôle télévisé dans Studio One, ce qui a conduit à un test d'écran et un contrat avec Universal International. Ce contrat ne débouche pas sur des rôles majeurs, mais Williams persévère. Persuadé d'auditionner pour Zorro, il décroche le rôle-titre dans la série de Disney, diffusée sur ABC de 1957 à 1959. Zorro, se déroulant à Los Angeles en 1820 sous la Californie espagnole, met en scène Don Diego de la Vega, un noble qui, sous le masque de Zorro, combat les injustices. Avec sa taille, son charme et ses talents d'escrimeur, Williams est idéal pour le rôle. Geoffrey Marx souligne « Guy était en très bonne forme, avec un visage que seul Dieu peut vous donner. » Mais une cicatrice sur l'épaule, due à un accident, explique pourquoi il n'apparaît jamais torse nu. La série, avec 78 épisodes et 4 spéciaux, devient un phénomène grâce à son style narratif à suspense, précurseur des séries modernes. Williams ajuste son accent espagnol sur les conseils de Walt Disney, qui lui demande de l'atténuer progressivement. Il raconte à Starlog « J'ai auditionné avec un fort accent espagnol, sachant que je pourrais l'adoucir. » Walt me tapotait l'épaule sur le plateau et disait « Peux-tu l'atténuer, Guy ?» Un jour, il ne l'a pas fait, et je sais que j'avais trouvé le bon accent. Dès 1958, Williams craint d'être catalogué, déclarant « Quand je ne suis pas Zorro, je suis Diego. C'est comme un film sans fin. » Une bataille juridique entre Disney et ABC met fin à la série, mais Williams, sous contrat, continue d'être payé. En 1962, il tourne Damon and Pythia en Italie et Captain Sinbad en Allemagne, élargissant son répertoire. Il collabore aussi avec Disney sur The Prince and the Poupée. En 1965, il confie au Bristol Daily Courier, après The Prince and the Poupée, pourquoi rentrer tout de suite? Ma famille et moi sommes restés en Europe. Je voulais une autre série, car cela fait partie de mon plan, des yachts en Méditerranée. Les rediffusions de Zorro à travers le monde et les chèques de droits résiduels sont réconfortants. En 1964, Williams joue Will Cartwright dans Bonanza, mais son rôle est écourté après 5 épisodes en raison de la pression des fans pour retenir Pernell Roberts. Cette expérience montre sa capacité à diversifier ses rôles, mais aussi les limites imposées par son image de Zorro. En 1965, il décroche le rôle du professeur John Robinson dans Lost in Space, une série de science-fiction inspirée du Robinson suisse. Aux côtés de June Lockhart, Mark Goddard et Jonathan Harris, il incarne le chef d'une mission spatiale sabotée par le Dr. Smith, laissant l'équipage du Jupiter 2 errer dans l'espace. Lost in Space, 1965 à 1968, 83 épisodes, permet à Williams de s'éloigner du typecasting. Mais un virage narratif marginalise son personnage au profit du Dr. Smith, de Will Robinson et du robot. Geoffrey Mark note « À mi-parcours de la première saison, la série devient centrée sur Smith, Will et le robot. Tout le monde avait 3 répliques par épisode. » Williams, habitué aux rôles principaux, est frustré, mais reste professionnel. Kussman explique « CBS a poussé Irwin Allen vers un ton plus léger pour l'horaire familial. Jonathan Harris a embrassé l'aspect comique du Dr. Smith, ce qui a captivé le public. Irwin Allen tente d'apaiser Williams en lui offrant des épisodes centrés sur John Robinson. Après la fin de Lost in Space, Williams, financièrement indépendant, perd son enthousiasme pour Hollywood. En 1973, une visite en Argentine révèle l'adoration persistante pour Zorro. Cette reconnaissance le pousse à s'y installer après un bref retour aux États-Unis en 1983. Kussman s'interroge. Pourquoi l'Argentine?
Personne ne semble avoir posé la question à Guy. La tranquillité et l'amour des fans argentins séduisent Williams, qui trouve un équilibre parfait. Marié à Janice Cooper de 1948 à 1983, il vit heureux en Argentine, participant à des performances sur le thème de Zorro. En 1989, il décède d'un anévrisme cérébral à 65 ans, découvert une semaine plus tard. Ses cendres, conservées à la Recolta grâce à l'acteur Fernando Lupiz, sont dispersées en 1991 par son fils Steven à Malibu et dans les montagnes de Californie. L'héritage de Guy Williams perdure à travers Zorro et Lost in Space. Geoffrey Marc conclut « Rester si mémoré au XXIe siècle est remarquable. Guy a choisi une vie tranquille, rendant son décès prématuré poignant. Ses rôles emblématiques assurent sa place dans l'histoire du divertissement. Quels sont vos souvenirs préférés de Guy Williams? Partagez-les dans les commentaires. Aimez et abonnez-vous pour plus de mises à jour. À bientôt.